Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Michel, je me tourne vers vous tout d'abord. Vous êtes dans la cyber depuis de nombreuses années. Vous avez... je t'en prie. Vous avez créé de nombreuses entreprises avant de prendre la direction de Orange Cyberdéfense. Aujourd'hui, vous êtes le président du campus cyber, qui est donc le lieu totem de la cyber à la Défense et qui se décline aussi dans les régions françaises. Avec toute cette expérience, comment est-ce que vous voyez l'accélération de l'IA et comment ça va changer le secteur de la cyber ? Je pense que le terme accélération, il est bien choisi parce qu'effectivement, on utilisait l'intelligence augmentée dans la cybersécurité depuis quelques années. Donc, par exemple, dans les cyber-SOC, pour analyser plus facilement toutes les données de log qu'on a pour pouvoir automatiser les réponses aussi et faire ce que les ingénieurs passent plus de temps à travailler sur de véritables attaques que sur des faux positifs, pour pouvoir aussi examiner les nouvelles vulnérabilités sur les solutions. D'ailleurs, j'ai même tapé dans ChatGPT qu'est-ce qu'amène l'intelligence artificielle aujourd'hui à la cybersécurité. C'est un peu ces réponses-là qu'il donne. Bon, après, c'est un peu mercantile. Il dit ça permet aussi de détecter des attaques qui n'existent pas encore. Bon, là, je suis un peu plus circonspect. On verra, peut-être. On aura des bonnes surprises. Après, l'intelligence artificielle, c'est un remède, mais c'est aussi un poison, puisque effectivement, toutes ces, même si Vincent dit qu'il ne faut pas l'exacerber, toute cette facilité aujourd'hui va être utilisée par les pirates pour mieux écrire un phishing, par exemple, qui soit plus crédible, pour pouvoir aussi analyser les vulnérabilités sur les différentes technologies. On voit l'arrivée des deepfakes qui sont extrêmement bien faits. Moi, j'ai assisté à une visio à laquelle je ne participais pas. Et je me voyais en train de discuter avec mon visage, etc. Quand on se connaît, on dit c'est pas moi, mais je pense que ça peut bluffer énormément de personnes. Et il y a eu des attaques au président qui reviennent et qui sont exacerbées grâce justement à l'utilisation de l'intelligence artificielle et des deepfakes. Voilà. Et puis après, il y a aussi des projets pour protéger aussi l'IA. On voit qu'on commence à empoisonner l'IA pour qu'elle puisse raconter des choses pas forcément réelles. Et puis que les projets dont on discute avec les responsables de la cybersécurité, souvent, c'est de protéger aujourd'hui ces nouveaux projets d'IA, un peu comme on l'a fait, tout le monde au début parlait du cloud, en disant on va tout mettre dans le cloud, puis on a vu des clouds privés arriver. Là, on voit des IA privées parce que certains me disent j'ai pas envie de donner mes informations concurrentielles à mes concurrents, voilà, et donc des IA qui sont réservées à certaines entreprises. Alors Bernard, je rappelle que vous êtes à la tête donc d'une équipe IT de 47 000 informaticiens, un budget IT de 7,5 milliards d'euros, BNP Paribas, donc c'est l'une, sinon la plus grosse banque européenne aujourd'hui, et le secteur bancaire est potentiellement le secteur le plus attaqué, notamment avec les fraudes. Comment est-ce que vous voyez évoluer la menace? Est-ce qu'effectivement les attaques sont de plus en plus sophistiquées du fait de l'IA? Et comment est-ce que vous augmentez votre détection, notamment du changement de comportement des systèmes, mais aussi des personnes? Alors merci bien. Effectivement, aujourd'hui, on va parler que des cyber et des menaces. Les menaces sont constantes et ils continuent à l'être. Notre objectif est d'intégrer le cybersécurité, cyberfraude dans notre stratégie, dans notre cœur de notre stratégie pour le bénéfice d'abord de notre groupe et aussi de nos clients. Alors, il y a cette constance d'augmentation passe par plusieurs éléments. D'abord, les ultra-connexions. Ultra-connexion, ça veut dire la connexion de tous les systèmes qu'on utilise ensemble, l'utilisation d'une manière ou d'une autre des systèmes d'information à travers de ce qu'on appelle les SaaS, c'est-à-dire des gens externes de notre système d'information qui interviennent. Utilisation aussi des open source, qui est aussi une autre manière de créer aussi des menaces. Et ensuite, il y a un manque de compétences, parce qu'on vient de dire que les experts, il y en a moins en moins, non pas qu'il y en a moins en moins, c'est que la surface le cyber augmente globalement, donc même si les experts sont à un nombre limité, donc deviennent un peu moins en moins évidents. Et ensuite, il y a l'utilisation des nouvelles technologies. IA en fait partie, mais pas seulement. Donc l'utilisation de tout ça qui nous amène à vraiment se dire IA est en train de bousculer les processus de l'entreprise. Donc, il faut le manipuler avec beaucoup de précautions. Alors depuis hier, j'entends des personnes dire mais l'IA, de toute façon, c'est pas nouveau dans la cyber, on le connaît depuis longtemps. Et en même temps, j'entends aussi l'autre message qui est que le secteur de la cyber n'a pas bien pris l'ampleur de la transformation qui est face à nous. Donc comment s'organise l'écosystème aujourd'hui ?
Je ne sais pas. Quand je discute moi, avec les grands patrons de la cybersécurité, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent l'IA, en quoi ça les concerne? L'installation de copilotes. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu la grande mode. Il faut installer copilotes un peu partout. Donc ça les perturbe un tout petit peu. C'est, comme je l'expliquais tout à l'heure, protéger les projets d'IA. Mais quand on discute vraiment aujourd'hui sur leurs préoccupations, c'est pas l'IA qui vient en premier, quoi. En premier, ça reste quand même l'hyperconnexion, c'est-à-dire tout ce qui vient se connecter à nos réseaux et qu'il faut commencer à protéger. Et on le voit, par exemple, les JO, on commence un tout petit peu à rentrer en mode stress, et on voit que la première chose que font les OSE, les OIV, c'est de protéger ce qui est essentiel, et que la protection et le back to basic, qui revient quand même en premier lieu avant l'intelligence artificielle. Deuxième sujet, on en parle, je ne sais pas si on vous en a parlé pendant le forum, mais il y a quand même eu des attaques assez importantes chez Microsoft. Voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais tout ça, ça va nous retomber dessus. Parce qu'effectivement, tout ce qui a été piqué par les pirates pour trouver les vulnérabilités d'Office 365, il y a un moment, ça va aussi nous retomber dessus. Donc c'est un peu les préoccupations aujourd'hui des CISO. On reparle encore de chiffrement. Voilà, donc oui, l'IA, effectivement, ça va arriver, ça va bousculer, mais pour l'instant, ce n'est pas la top priorité aujourd'hui des gens qui font de la cybersécurité au quotidien. Alors, quand on parle du secteur banque, assurance et finance, on pense souvent évidemment à la réglementation qui change très vite, qu'il faut suivre. Effectivement, il y a un réel défi qui est lié à l'innovation et aux ressources. Mais vous dites qu'il y a vraiment une condition pour pouvoir avancer, c'est de bien regarder les cas d'usage et de vérifier qu'il y ait bien une interopérabilité. Oui, absolument. D'abord, de toute façon, la réglementation est là pour nous protéger et nous amener quand même dans une direction que nous souhaitons. Donc, ce n'est pas une contrainte, c'est plutôt une opportunité pour nous. La banque et le monde bancaire est très régulé. Donc, on a besoin d'avoir cette réglementation. Dans une banque internationale comme BNP Paribas, où on opère dans plus de 68 pays, on a besoin d'avoir la réglementation pour savoir à quel endroit on peut ou pas intervenir, de quelle manière. C'est l'interopérabilité de nos systèmes encore plus complexe pour nous lorsqu'on parle des systèmes aussi interconnectés et aussi internationaux. Alors, il y a aussi le sujet de la qualité de la donnée. C'est bien beau d'avoir de la donnée, mais encore faut-il qu'elle soit utilisable. Et dans le secteur de la banque, évidemment, vous avez des données qui arrivent des clients corporate, vous avez des données qui viennent des clients institutionnels dans différents secteurs, la banque de détail, la banque d'investissement. Comment est-ce que vous faites pour gérer toutes ces données et s'assurer aussi qu'elles soient non seulement pertinentes, partageables, mais aussi réutilisables entre les services? En fait, dans une banque, les données sont les éléments les plus sécurisés et les plus importants, aussi bien pour nous et que pour nos clients. Ensuite, l'utilisation de ces données-là, c'est une manière de créer la confiance entre nos clients et nous-mêmes. Donc, on prend beaucoup de précautions autour de ça. Donc, la réglementation, comme je viens de vous dire, qui nous amène à vraiment protéger autour de ça et savoir à quel moment, sur quel type de données on doit interagir. Alors, le fait qu'on soit présent dans tous ces pays nous amène à déployer ce qu'on appelle les data protecteurs officers ou les chief data officers qui sont présents dans tous les pays pour s'assurer la présence de la réglementation et la conformité de tout ce que nous faisons au sein de chaque pays. Pour nous, la protection des données, c'est dans le cœur de notre stratégie, pour l'ensemble de nos clients et aussi pour la banque. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le problème des talents, notamment. Il y a un vrai défi. On comprend que la surface d'attaque est de plus en plus importante. On comprend aussi que peut-être les skills des personnes de la cyber vont devoir être peut-être plus hybrides. Aujourd'hui, peut-être des personnes qui comprendront l'IA et la cyber. Comment est-ce qu'on aborde ce problème ? Je pense que c'est une question déjà de... La cyber, ça se démocratise un tout petit peu. Je pense que voilà, on commence à en parler de plus en plus. Il y a des séries télé qui sont faites dessus. Il y a même un film qui est sorti américain, un long métrage qui était plutôt sympa. Vincent l'a souligné tout à l'heure, ce qu'on doit changer, c'est l'image. Effectivement, quand vous êtes à un dîner et que vous dites qu'est-ce que tu fais comme métier, je travaille dans la cyberdéfense, cybersécurité, les gens vous regardent un peu bizarrement quand même, voilà, en disant tiens, voilà, ils planquent leur portable, etc., etc. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on change cette image. Et c'est vraiment le sujet sur lequel on va bosser tous ensemble parce que c'est le sujet qui est clé.
on perdra la cyberguerre faute de combattants. Voilà, il faut mettre en face de ces pirates qui sont de plus en plus nombreux, des gens qui soient capables de les défendre et qui soient formés. Et effectivement, on a d'excellentes formations en France, mais elles ne sont pas toutes remplies parce qu'on n'attire pas du tout les jeunes et on n'attire pas du tout les femmes. Et je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on doit vraiment bosser. On l'a pris à main corps avec l'ANSSI. On parlait tout à l'heure du parcours aujourd'hui des métiers de la cybersécurité. Au campus cyber, par exemple, tous les vendredis, on accueille un collège et on fait venir des collégiens. Et quand on explique notre métier, pas seulement le côté hacking critique, parce qu'on en a besoin, mais il y a plein d'autres métiers, et qu'on donne du sens aux métiers de la cybersécurité par rapport à leur vie numérique. Il faut savoir qu'un jeune aujourd'hui passe 70% de son temps éveillé, connecté. Voilà, donc ça fait partie de leur vie au quotidien. Il faudrait que ce soit pris aussi par les politiques. Quand vous regardez aujourd'hui, quand on parle de numérique, on dit les écrans. C'est les écrans qui sont dangereux. Bon, je pense qu'il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin parce que eux, c'est leur vie. Voilà. Donc, je pense que le sujet sur lequel on doit vraiment travailler ensemble, c'est changer cette image, expliquer que le monde de la cybersécurité, il y a plein d'autres métiers que celui de hacker éthique. Et il y en a besoin de gens pour le juridique. On parlait en France, en Europe, je pense que Thierry Breton en a parlé, on se défend par la réglementation. Donc je pense que pour les entreprises, d'avoir des gens qui connaissent bien la réglementation et qui savent comment il faut l'approcher, c'est extrêmement important. Il faut donner ce côté aussi extrêmement positif à la cybersécurité, donner du sens. Ça, c'est notre mission à nous, ensemble des gens de la cybersécurité, pour justement casser cette image du geek à capuche et de la personne un peu obscure. Et on peut y arriver. Voilà, je pense qu'on peut montrer, justement, les JO, ça va être quelque chose justement de pouvoir montrer que effectivement on est capable de pouvoir les protéger au quotidien sans que ça se voit, et ça c'est extrêmement important. Mais est-ce que c'est pas aussi ça qui attire cette vision un peu d'un monde peut-être aussi effectivement un peu plus obscur, mais dans lesquels quand on découvre la cyber, on découvre qu'il y a un monde parallèle quand même, donc qui a ses propres codes. Ça participe aussi peut-être à attirer certains talents ou certains jeunes. Oui, il faut travailler l'imaginaire. C'est ce qu'on fait, voilà, c'est vraiment ouais. ce qu'on essaye de faire. Si vous prenez par exemple la série Le Bureau des légendes, ça a multiplié par 4 le taux d'attractivité, la DGSE, ça a attiré des femmes, puisqu'ils avaient eu l'intelligence de mettre des femmes qui étaient héroïnes dans cette série. C'est ça qu'il faut qu'on travaille. Mais il faut casser l'image qu'il faut être mathématicien, très bon dans le code, un peu autiste sur son PC, pour pouvoir faire à ce que les gens aient envie de faire nos métiers. Il faut fermer les profs. Aujourd'hui, c'est un jeune en 3e qui a envie d'aller vers le métier de la cybersécurité, qui va avoir son prof de techno. Je pense qu'il n'aura pas beaucoup de réponses. Donc là aussi, avec le campus cyber, on va former les professeurs pour leur expliquer quelles sont toutes les panoplies de métiers dans le monde de la cybersécurité. C'est capital pour nous. Voilà, pour moi, c'est extrêmement important. Et si on parle du futur des métiers, est-ce que ce seront effectivement les personnes seront obligées de connaître la cyber et l'IA, ou est-ce qu'il existera des traducteurs entre les deux métiers? Comment vous voyez les choses? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de se dire que l'affaire cyber, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, le awareness, ça veut dire la connaissance et la formation, c'est élémentaire à tous les niveaux de l'entreprise. Que ce soit l'utilisateur intermédiaire ou aussi les concepteurs. Donc, il faut commencer déjà par éduquer tout le monde, qui est quand même un travail important, parce que tout le monde pense que le cyber, c'est une attaque arrive au voisin, non pas à soi-même. Le jour où ça arrive, c'est trop tard. Donc, il faut vraiment travailler autour de ça. Et chez BNP Paribas, on travaille réellement autour de tout ça. On a des structures de formation de manière structurelle. On a des formations obligatoires pour tout le monde. Tout le monde doit être formé. Par exemple, un contracteur qui arrive chez BNP Paribas, il ne commencera pas à travailler s'il n'a pas passé sa journée de cyber pour apprendre les règles et les respects qu'il doit avoir au sein de l'entreprise pendant qu'il est en mission chez nous. Ensuite, on cherche à l'intérieur de l'entreprise, on promouvoit des personnes qui sont intéressées par cyber et cybersécurité. Pour ça, on fait exactement la même chose. Ça veut dire qu'on présente le métier de cyber et cybersécurité sur les différents niveaux de connaissances qu'il faut avoir. Je vais vous dire environ 17 nouveaux métiers qui sont créés grâce à cyber et cybersécurité chez BNP Paribas. 17. D'accord? Et si à ça, on ajoute la partie de EI et tout ce qui est le monitoring, je pense que très très vite, on va arriver à un nombre considérable. Donc tous ces métiers, il faut les faire connaître par tout le monde. Et ce qu'on essaye de faire très modestement au sein de BNP Paribas, mais c'est un travail collectif et c'est un travail de communauté. D'ailleurs, c'est là où je pense que l'intérêt de Cyber Campus est important, puisque au-delà de ce qu'on fait au sein de BNP Paribas, on travaille dans la communauté bancaire et assurance au sein de Cyber Campus pour arriver à faire en sorte que, non pas uniquement chez nous, parce que celui-là, il ne s'agit pas de se protéger,
Il s'agit de protéger la communauté, et la communauté bancaire assurance, c'est l'endroit où, comme vous avez dit, c'est la cible de toutes les attaques. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec Vincent, c'est que pendant les Jeux olympiques, nous aussi, en tant que banque, c'est quand même, on est aussi avec vous, mais aussi très, très mobilisés pour pouvoir protéger les moyens de paiement de la banque et les moyens de continuer à fonctionner. Alors, je me permets une dernière question, parce qu'on a encore un peu de temps. Depuis que je viens au FIC, j'entends souvent ce message qui est que l'utilisateur est vraiment le maillon faible, qu'il faut faire cet exercice d'expliquer la cyber. Mais on a l'impression qu'avec l'IA, encore une fois, ce gap, on n'arrive pas à réduire le gap, et que, vous l'avez dit tout à l'heure, les phishing, ils n'ont plus de fautes d'orthographe, que finalement, voilà, on ne peut pas gagner. Mais si, on peut gagner. Je pense qu'il y a des exemples qui sont vachement simples. Par exemple, on prend l'automobile. Okay, ils avaient exactement le même problème que nous. Il y a quelques années, tout le monde disait, mais moi je conduis bien, c'est les autres qui ne savent pas conduire. Même bourré, moi je conduis bien. Voilà, c'était vraiment la mentalité de tout le monde. C'est un peu ce qui se passe dans la cyber. On dit toujours, c'est l'utilisateur qui est trop bête, il clique sur des liens, il ne devrait pas, etc. Qu'est-ce qu'a fait l'automobile? Elle a sécuriser aujourd'hui l'environnement du conducteur. Si vous preniez un véhicule qui roulait, vous alliez à 100 km/h vers un mur il y a 15 ans, vous y passiez. Maintenant, si vous foncez sur un mur avec votre voiture, la voiture elle va s'arrêter avant parce qu'elle va détecter, justement, malgré et sans aucune intervention du pilote. C'est ça qu'on doit faire. Il faut revenir à quelque chose, j'aime beaucoup parler du back to basic, mais le secure by design, c'est-à-dire que on parlait d'attractivité en récupérant des gens qui travaillent dans les métiers et qui connaissent bien aujourd'hui ce qu'il faut cybersécuriser, en intégrant la cybersécurité dès le début des projets. C'est là qu'on va faire des progrès. Voilà. Donc il faut changer ça, arrêter de dire, c'est facile pour nous, les experts de la cyber, en disant on ne peut rien faire, ils sont trop bêtes. C'est les autres. Mais c'est l'autre, voilà. Mais en fait, c'est pas ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que de plus en plus les applications soient cybersécurisé, et que de ce fait-là, on puisse passer à côté justement des étourderies de nos utilisateurs. Préempter les erreurs. Préempter les erreurs. Et là, l'IA peut nous aider justement en créant un maximum de cas d'utilisation, de cas de figure, ce qu'on n'a pas prévu justement pour mieux sécuriser nos applications. Parce que de toute façon, on va dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus numérisé, donc on n'aura pas le choix de protéger contre leurs propres erreurs, nos utilisateurs. Oui, effectivement, nous, en tant que patron de l'informatique du groupe BNP Paribas, j'ai imposé que le cybersécurité et l'aspect sécurité soient vus dès le début, au moment où on démarre un projet. Par défaut, qu'on vérifie l'ensemble des plans de contrôle qui doivent être mis en place de manière automatisée autour de ça. Ensuite, il y a l'utilisation d'IA. Et le changement de comportement dont vous avez mentionné. Nous, on regarde un changement, parce que vous voyez la surface de BNP Paribas, vous voyez le nombre d'informaticiens, le nombre d'utilisateurs, le nombre de clients, on regarde, et aussi on utilise, et on commence à utiliser encore plus, le changement de comportement de quelqu'un, le changement de comportement d'un système, non pas pour prendre les décisions par AI, mais plutôt aider l'opérateur de prendre les bonnes décisions. On ne remplacera jamais quelqu'un par AI, mais on le rendra encore plus intelligent. Merci beaucoup Bernard Gapani et Michel Vanderberg pour cet échange. Je pense qu'on peut les remercier chaleureusement. Merci beaucoup.